Quand on parle d'économie, on a l'impression que tout est une histoire de calcul, de rationalité pure. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un conflit fascinant, celui entre la recherche du profit à tout prix et, de l'autre côté, une conscience, un désir de responsabilité. C'est un dilemme qui façonne de plus en plus notre monde. Et ça nous amène à la question centrale de cette analyse. Est-ce qu'on est juste des calculateurs sur pattes, toujours à la recherche du meilleur prix, ou est-ce que nos choix, ce qu'on achète, ce qu'on produit, peuvent vraiment avoir un impact, changer les choses? Pour répondre à ça, il faut d'abord poser les bases, revenir aux règles du jeu de l'économie classique. Alors, commençons par le commencement. En microéconomie, la scène est occupée par deux grands protagonistes, deux personnages clés. D'un côté, il y a le consommateur, c'est un peu tout le monde en fait, et de l'autre, le producteur, autrement dit, l'entreprise. Et dans le modèle économique de base, leurs buts sont, disons, très clairs et complètement séparés. Le consommateur, lui, son objectif, c'est de maximiser sa satisfaction personnelle. C'est ce qu'on appelle en économie l'utilité. De son côté, le producteur n'a qu'une seule chose en tête, maximiser son gain financier, le profit. C'est aussi simple que ça. Deux mines parallèles qui ne se rencontrent jamais, chacune poursuivant son propre intérêt. Allez, penchons-nous d'abord sur le consommateur. Imaginez, on est face à des rayons infinis, une multitude de choix. Comment, d'un point de vue purement rationnel, est-ce qu'on décide ce qu'on met dans le panier? Le mot-clé, le concept fondamental ici, c'est l'utilité. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est juste le niveau de satisfaction, de plaisir, de bénéfice qu'on retire de l'achat de quelque chose. Et donc, pour le consommateur parfaitement rationnel, le but du jeu est simple. Obtenir le maximum d'utilité possible avec le budget dont on dispose. Alors là, ça devient vraiment intéressant quand on distingue l'utilité totale de l'utilité marginale. Prenons l'exemple du gâteau, c'est parfait pour ça. La première part, c'est un pur bonheur, un plaisir immense. La deuxième, elle est bonne, oui, mais déjà un peu moins que la première. La troisième, ça commence à faire beaucoup. Vous voyez l'idée? L'utilité totale, le plaisir global, continue d'augmenter, mais le plaisir qu'on tire de chaque part supplémentaire, ça c'est l'utilité marginale, il diminue. C'est la fameuse loi de l'utilité marginale décroissante. Maintenant, pour mettre tout ça en image, pour visualiser les préférences d'un consommateur, les économistes ont un super outil, la courbe d'indifférence. Imaginez une courbe. Sur cette courbe, chaque point représente une combinaison différente de deux produits, disons des cafés et des croissants. Le truc, c'est que n'importe quel point sur cette courbe nous donne exactement le même niveau de satisfaction. On est indifférent entre choisir 3 cafés et un croissant ou un café et 4 croissants par exemple. Donc le but du jeu, si on est consommateur, c'est de grimper le plus haut possible, d'atteindre la courbe d'indifférence la plus élevée, parce que c'est là que se trouve le maximum de satisfaction. Mais il y a un obstacle de taille, évidemment, la dure réalité de notre compte en banque, ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Et la solution à ce puzzle, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'équilibre du consommateur. C'est ce point unique et un peu magique où la ligne de notre budget vient juste toucher la courbe d'indifférence la plus haute qu'on puisse atteindre. C'est là, c'est le choix optimal, l'équilibre parfait entre ce qu'on désire et ce qu'on peut se permettre. Ok, maintenant changeons de perspective. Passons de l'autre côté du miroir pour aller voir ce qui se passe chez le producteur. Sa mission est tout aussi calculée, tout aussi rationnelle, et vous allez voir, la logique est, elle est étonnamment similaire à celle du consommateur. Alors, souvenez-vous de la courbe d'indifférence du consommateur. Le producteur a son propre outil, qui est son jumeau quasi parfait, l'isocan. Ça sonne un peu technique, mais l'idée est la même. Sauf qu'ici, on ne parle plus de café et de croissant, on parle des deux ingrédients de la production. Le capital, c'est-à-dire les machines, les usines, et le travail, les employés. Chaque courbe, chaque isocan représente toutes les combinaisons possibles de machines et d'employés qui permettent de produire exactement la même quantité de biens. La logique est vraiment parallèle. Et donc, sans surprise, le défi est exactement le même. Le producteur, son but, c'est d'atteindre l'isocan le plus élevé, celui qui correspond au plus gros volume de production. Mais, tout comme nous consommateurs, il a une contrainte, son budget de production. C'est ce qu'on appelle sa droite d'iso-coût, c'est tout simplement le total des coûts qui peut engager. Et là, le producteur se heurte à une loi quasi physique de l'économie qui fait écho à notre histoire de gâteau tout à l'heure. C'est la loi des rendements marginaux décroissants. C'est simple en fait. Si on continue d'ajouter des employés dans une usine sans acheter plus de machines, au début ça va bien. Mais très vite, ils vont commencer à se marcher sur les pieds, à faire la queue pour utiliser le même outil. Bref, chaque nouvelle personne que l'on embauche deviendra un peu moins productive que la précédente. Le rendement de chaque unité supplémentaire diminue. Alors, ça nous mène à ces 3 phases de production. Phase 1, on est en sous-effectif. Chaque nouvel employé fait exploser la productivité. La décision est simple, il faut embaucher. Ensuite, on arrive à la phase 3, à l'autre extrême. Là, c'est le chaos, il y a beaucoup trop de monde, la production totale commence même à baisser. C'est complètement irrationnel.
Le producteur intelligent, lui, il a un seul objectif, trouver et rester dans la phase 2. C'est la zone idéale, la zone d'efficacité optimale. Et donc, on boucle la boucle. Tout comme pour le consommateur, la solution, l'équilibre du producteur, se trouve à ce fameux point de contact. L'endroit exact où sa ligne de budget, son ISO-coût, vient toucher l'isocante le plus élevé possible. C'est là qu'il obtient la production maximale pour son budget. C'est le mix parfait, l'efficacité optimale. Voilà. C'est comme ça que le monde économique classique est censé fonctionner. Du moins, en théorie. Toute cette mécanique est parfaitement logique, n'est-ce pas? C'est rationnel, c'est propre, c'est presque robotique. Mais la question est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne dans la vraie vie? La réalité est évidemment plus nuancée, plus complexe, parce que derrière le consommateur et le producteur, il y a un être humain, un citoyen. Du côté du producteur, cette prise de conscience porte un nom, la RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises. L'idée de base, c'est quoi? C'est que le profit ne peut plus être le seul et unique objectif. L'entreprise choisit volontairement d'intégrer dans son fonctionnement des préoccupations qui vont au-delà de son propre intérêt, des préoccupations sociales et environnementales. Et cette RSE, elle s'articule généralement autour de 3 grands piliers. D'abord, le pilier environnemental. C'est assez évident, on parle de réduire son empreinte carbone, de recycler, de choisir des énergies renouvelables. Ensuite, le pilier social. Là, on est au cœur de l'humain. Ça veut dire respecter les droits, garantir de bonnes conditions de travail, promouvoir la diversité. Et enfin, il y a un pilier économique, mais vu sous un autre angle. Soutenir l'économie locale, travailler avec des fournisseurs du coin, être transparent sur ses finances. Ce qui nous amène à cette transformation, ce face-à-face. D'un côté, l'acteur économique classique, le consommateur qui ne cherche que le prix le plus bas pour son utilité, et le producteur qui ne voit que le profit à court terme. Et de l'autre, l'acteur citoyen, le consommateur qui devient un consommateur, qui va préférer des produits bio, locaux, éthiques, même s'ils sont un peu plus chers, et le producteur qui, lui, adopte la RSE et pense à son impact sur l'environnement et la société. C'est un vrai changement de logiciel. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? On voit bien qu'un nouvel acteur économique est en train de naître, un acteur hybride, beaucoup plus complexe. Et la grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait cohabiter ces deux mondes? La logique du calcul froid et rationnel d'un côté et celle de la responsabilité de l'autre. Le nouvel équilibre à trouver est beaucoup plus délicat. Ce n'est plus une simple équation. C'est un arbitrage permanent. Sur un plateau de la balance, il y a toujours l'optimisation personnelle, maximiser son utilité ou son profit. Mais sur l'autre plateau, on a maintenant ajouté le bien-être collectif, la durabilité, l'éthique, l'impact sur la société. Et il faut constamment jongler entre les deux. Et on va se quitter sur cette interrogation. L'économie de demain, elle sera guidée par quoi, au fond? Par la rationalité calculatrice d'hier ou par la responsabilité d'aujourd'hui? Ou alors, et c'est peut-être ça la vraie question, est-ce que la nouvelle forme de rationalité, la plus intelligente, n'est pas justement un mélange des deux? Peut-être qu'il est devenu rationnel d'être responsable. Peut-être que le calcul économique le plus malin pour demain, c'est celui qui comprend que l'éthique et la durabilité ne sont pas des contraintes, mais des ingrédients essentiels pour réussir. La question en tout cas reste ouverte.